Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver pour de nouvelles découvertes de notre patrimoine avec mes clés. Nous sommes à Namur, capitale wallonne, au confluent de la Sambre et de la Meuse. 2000 ans d'histoire, juchée sur un promontoire de 190 mètres d'altitude. Cette citadelle de Namur a connu une longue histoire militaire, mais d'autres destinations au fil du temps. Et si vous croyez la connaître, elle a encore des secrets à nous révéler. Suivez-moi, je vous dis tout. Je n'ai pas besoin de vous convaincre, hein, ce site est vraiment exceptionnel et très important d'un point de vue stratégique. Alors, je pourrais remonter jusqu'à la préhistoire ou à l'époque romaine pour vous raconter son histoire, mais nous allons entamer notre voyage au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, une forteresse, une résidence fortifiée est érigée à la pointe de l'éperon rocheux. Au fil du temps, elle est transformée en véritable château fort avec son enceinte et de nombreux bâtiments. Un donjon, une collégiale, des maisons de chanoines, une boulangerie, un cellier, des écuries, des chapelles, une fauconnerie et des puits. Sans compter une autre partie, avec une enceinte de défense capable de défendre l'édifice de tous ses ennemis. Jean-Sébastien Misson, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef du service Citadelle ici à Namur. Alors, on voudrait remonter à l'origine du site et surtout à ses origines médiévales. On parle de strate médiévale. Avant que ça soit une citadelle, ici se dressait un château fort médiéval, qui profitait de la situation stratégique du confluent de la Meuse et de la Sambre. Au début, ce n'était pas encore le comté de Namur, c'était le pagus de l'Homme, qui était sous l'époque carolingienne. Le premier comte, c'est Béranger, on est au début du Xe siècle. Et puis ensuite, 4 familles vont se succéder sur le site. La famille de Namur, la famille de Hainaut, de Courtenay et de Flandre, du Xe au début du XVe siècle. On a vraiment le sentiment que le château fort, c'est comme une petite ville autosuffisante. Effectivement, donc il y a la cour, le comte et sa cour, son entourage, qui loge, qui rendent la justice, avec une communauté de chanoines, des servants, des soldats, donc il y a de tout. Il reste quoi de ces strates médiévales aujourd'hui ? Alors, il y a des vestiges de la collégiale Saint-Pierre, dont les premières mentions datent du XIIe siècle. Il y a les tours aux chartes, les tours aux fours, qui datent du XIIIe siècle, ainsi que la tour de l'Oubliette, derrière moi. Et on a même aussi les tours Joyeuse et César de la toute fin du XVe siècle. Au début du XVIe siècle, nos régions sont placées sous l'autorité de Charles Quint. L'Europe se lance dans une véritable course à l'armement et il faut développer de nouveaux systèmes de défense pour répondre aux assauts des ennemis. L'heure est aux citadelles et aux constructions enterrées. À Namur, la partie médiane est érigée. Jean-Sébastien, où nous trouvons-nous ici précisément? Dans la partie médiane? Donc on est dans le fossé de Médiane, entre Médiane et Terranova. Ce que vous voyez, c'est essentiellement des fortifications du XIXe siècle, mais la citadelle, elle naît au XVIe siècle, lorsque Namur, le comté de Namur, c'est une parmi les nombreuses possessions des Habsbourg. Et on est dans ce contexte de conflit avec leurs voisins, la France, et donc de fortification de leurs possessions dans les Pays-Bas méridionaux. Il y a un changement d'époque aussi, donc ça veut dire qu'on construit différemment parce que les armes ont évolué. Ce n'est plus la même guerre. Exactement, donc le développement de l'artillerie qui arrive en Europe suite à l'importation de la poudre à canon, eh bien, va considérablement modifier l'architecture des fortifications. Ces fortifications ne doivent plus être de hautes courtines ponctuées de tours, mais des fortifications plus basses, plus épaisses, qui sont capables de résister à l'artillerie et qui n'offrent pas non plus de cibles faciles au tir de canon. Pour bien comprendre le site, quand on observe le plan, il y a clairement 3 parties. Oui, il y a donc la partie médiévale qui a été modifiée, retravaillée, la partie de Médiane qui, elle, est construite à partir du milieu du XVIe siècle, la partie de Terranova qui date du XVIIe. Il y a même la partie de le fort d'Orange qui a été construit à la fin du XVIIe siècle mais qui aujourd'hui a été entièrement démoli.
Il y a une évolution qui se marque aussi sous le règne de Joseph II. Donc Joseph II et ensuite Napoléon vont l'un après l'autre décider de démilitariser la citadelle de Namur et les fortifications namuroises. Et lorsque, en 1815, on crée le royaume des Pays-Bas, la citadelle est dans un état de ruine assez avancé. Et elle va être entièrement reconstruite par l'état-major hollandais. Et aujourd'hui, la citadelle de Namur, ce n'est pas une citadelle Vauban, ce n'est pas une citadelle d'Ancien Régime, c'est une citadelle essentiellement d'époque hollandaise du début du 19e siècle. Napoléon avait le sens de la formule. Il avait lui-même qualifié la citadelle de Namur de plus vaste termitière d'Europe. Et il n'avait pas tort, il faut bien le dire, le site compte des kilomètres de galeries qui invitent à un plongeon dans le sol bien sûr, mais aussi dans les siècles. Bonjour Aude. Bonjour Patrick. Merci de nous accueillir. Avec plaisir. Je suis chez vous, je vous suis. Venez. On est frappé quand on arrive ici par l'ampleur de ce réseau. Il y a combien de kilomètres au total de souterrains à la citadelle? Là, on a 4 kilomètres de souterrains conservés. Il y en a 2 qui sont ouverts à la visite. Et il faut savoir qu'à l'apogée de la citadelle, on a eu jusqu'à 7 kilomètres de galeries souterraines sur le site. Quelle est l'origine de ces souterrains? De quand datent-ils? Les plus vieux souterrains qu'on a datent du XVIe siècle, mais c'est vraiment une lasagne chronologique ici, puisqu'on a des souterrains du XVIIe, du XVIIIe et même du XXe siècle. On a une idée précise de leur destination, de leur usage? Alors, il y avait plusieurs fonctions pour les souterrains. C'était à la fois des lieux pour communiquer, aller d'un point A à un point B, des lieux pour stocker des vivres, du matériel, des lieux de combat où on pouvait tirer à couvert. Il faut savoir surtout qu'on ne vivait pas plusieurs mois dans les souterrains. Vous le sentez, il fait humide, il ne fait pas très chaud, donc personne n'avait envie de vivre des mois dans ces lieux. Aude, un mot sur la construction de ces souterrains. Bon, c'est de la pierre, ça a l'air très solide. Exactement, oui, elle est très solide. Alors on a de la pierre, plus loin on peut avoir de la brique, de la roche, mais effectivement il fallait que ce soit solide pour être à l'abri de l'ennemi et de l'extérieur. Comment ça se passe, la visite des souterrains? Alors, la visite des souterrains, c'est très progressif. En fait, on découvre au fur et à mesure de la visite, sur plus ou moins 500 mètres, toute l'évolution de ces galeries, qui les a construites, comment on les a construites et comment on les utilisait. L'histoire du site connaît un nouveau bouleversement avec le XXe siècle. Il se destine en lieu de loisirs et de promenades. On y construit un hôtel, un stade de jeux et un théâtre à ciel ouvert. Un site unique qui fait l'objet d'un vaste programme de restauration. Stéphanie Delvaux, bonjour. Bonjour. Vous êtes architecte et alors un grand chantier vous attend. On se trouve où ici précisément? Ici, on est sur les gradins du stade des Jeux de la citadelle de Namur. Fin du 19e siècle, avec la construction des forts périphériques de la citadelle devient obsolète. Et la ville de Namur, déjà, en fait, veut développer cet espace comme du tourisme pour attirer le public et faire quelque chose ici d'événementiel. Nous sommes devant un grand bâtiment avec 2 faces. Ça, c'est assez étonnant. D'un côté, c'est les gradins de l'esplanade qui font face à l'esplanade où, en fait, il y avait toute une série de spectacles et de manifestations en tout genre. Et de l'autre côté, en fait, on se retrouve... De notre côté, derrière nous. Voilà, derrière nous, on d'accord. a, en fait, un théâtre beaucoup plus classique, une scène de théâtre avec des gradins qui entourent cette scène. Parlons du style aussi. Il est atypique. Alors, on n'est plus dans de l'art nouveau, alors l'art déco, un peu de modernisme. Oui, effectivement, c'est très innovant pour l'époque. Il est assez simple, très symétrique, mais en même temps, on voit qu'il tend très fort vers l'art déco et très moderne parce que c'est un bâtiment qui est très fonctionnel, en fait. Il est vraiment dédié au spectacle. Nous devons citer l'architecte aussi, le génial architecte. Alors, c'est Georges Aubé, en fait, en 1905. Et ce n'est pas que ce bâtiment-ci, en fait, c'est vraiment tout un projet urbanistique, vu qu'il a aussi construit le Cursal, qui est l'actuel casino, maintenant ici en bord de Meuse, et aussi l'aménagement de tous les boulevards. Stéphanie, il y a une grande inscription derrière nous, Ludus pro
patria. Enfin, un peu de latin, c'est quoi? C'est des jeux pour la patrie? Des jeux pour la patrie. Donc de ce côté-ci, effectivement, on voyait plus des spectacles, des manifestations avec des courses de cyclistes. On a eu aussi des corridas, des férias avec des chameaux. Il n'y avait pas la télévision hein, à l'époque. Et donc, effectivement, c'était vraiment un lieu festif. Stéphanie, il faut aussi parler du programme de restauration, car il est très ambitieux. Hein. Ben, donc, effectivement, aujourd'hui, il est en très mauvais état. Et donc, on va le restaurer vraiment à l'identique. Les éléments vont être restaurés de ferronnerie, les boiseries. Le béton aussi? Le béton aussi. Donc, effectivement, c'est un matériau très innovant. C'est un des premiers bâtiments civils en Belgique qui a utilisé en fait le béton armé. Et quelle sera la destination de ce bâtiment? Que va-t-il devenir ou redevenir? Alors en fait l'idée c'est de lui redonner en fait sa fonction première de l'époque en fait là où il était vraiment dédié à du spectacle et à toute l'infrastructure. D'ici quelques années alors on pourra s'asseoir ici et assister à un concert? Ah j'espère bien. Hein. Bon allez, je réserve ma place déjà. Ah oui, ce serait chouette. D'accord, hein, top là. Top là. Derrière moi, l'amphithéâtre, hein, vous constaterez qu'il ressemble vraiment à un théâtre antique. Mais voilà qu'à présent arrive le moment que je préfère hein, dans l'émission, celui où je vous révèle un lieu d'ordinaire inaccessible au public. Et figurez-vous que ce site a quelque chose de royal. Suivez-moi. Stéphanie, merci de nous avoir ouvert cette porte. Mais où nous trouvons-nous ici précisément? Ici, on se trouve dans une tribune particulière. Elle est bien indépendante. C'est la tribune royale, la loge royale, où on voit ici un petit balcon en avancée, où ça permet d'être vu par tous les autres spectateurs qui se trouvent sur le gradin du stade. On est bien axé sur l'esplanade, hein, juste en dessous de la fosse d'orchestre, pour bien écouter les orchestres qui se donnaient là. On sait quel roi est passé par ici, a bénéficié de cette loge? Le roi Albert Ier est venu dans cette loge même voir un spectacle sur l'esplanade. C'est un décor véritablement royal? Déjà par le soin apporté aux matériaux particulièrement de la loge. On voit ici du granito. Ouais. Les colonnes de pierre aussi? Les colonnes sont en pierre parce qu'effectivement, le stade est construit essentiellement en béton et l'enduit qui représente la pierre de France. Stéphanie, on sait déjà ce qu'il va devenir après la restauration? Ce sera une tribune. Peut-être qu'on aura encore le roi qui viendra à l'inauguration, j'espère bien. C'est d'ici qu'on avait la meilleure vue, hein? Oui, c'est ici qu'on a la meilleure vue face à l'esplanade. Voilà, j'espère que vous avez apprécié comme moi la découverte ou la redécouverte de cette citadelle de Namur. 2000 ans d'histoire, un site, plusieurs vies, autant de bonnes raisons de venir le visiter. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres découvertes, car vous le savez, j'ai les clés.